Dans cette capsule, on va revenir sur la fin du chapitre 8 pour voir quelques applications technologiques très intéressantes du phénomène de diffraction. Bon, qu'arrive-t-il si, au lieu de passer à travers deux fentes, si on passe à travers un très grand nombre de fentes, ben, sans faire les calculs, ce qui va arriver, c'est que si on peut dire que chacune des ouvertures est à l'origine d'une source sphérique, et ces sources-là vont interférer de façon constructive à certains angles, et c'est toujours donné par la formule d sin θ égale m lambda. C'est ce qu'on appelle un réseau de diffraction. Et ce réseau-là, ben, il va permettre de séparer de la lumière en fonction de sa longueur d'onde. Or, les applications sont extrêmement importantes et il s'agit d'une expérience que nous aurions pu faire. Nous ne ferons pas cette année, mais c'est celle de la spectroscopie. Alors, si j'ai de la lumière qui passe à travers un prisme ou un réseau, comme on voit ici, à travers un réseau, ben, la lumière va être séparée par ces longueurs d'onde en raison de cette formule-ci. Le D qui est là, qui est la distance entre les fentes, on l'appelle la plupart du temps le pas du réseau. Et si la lumière contient différentes longueurs d'onde, les lumières, les longueurs d'onde, les raies, vont être séparées par leur longueur d'onde. Ici, en fait, on voit ce qu'on appelle le spectre d'émission d'un élément extrêmement important qui est l'hydrogène. On va en reparler au prochain module, mais un réseau, comme un prisme, peut nous permettre de séparer la lumière en ses composantes. Et c'est à l'origine, ces connaissances-là, du début de la physique quantique. On y reviendra au prochain module. Ici, je montre une application vraiment incroyable du principe de Huygens. Je vous ai déjà dit que les ondelettes de Huygens n'existent pas dans le vide. Mais son idée étant tellement bonne que, au lieu d'avoir une ouverture, on peut avoir ici des sources. On peut avoir des sources qui sont contrôlées électroniquement. Alors, regardez ici ce qu'on a. C'est un immense radar à 3 faces. Chacune des faces couvre 120 degrés sur l'horizon. Et si je regardez comparaison avec les arbres. Il y a ici plusieurs milliers, je pense que c'est 1800 antennes par côté. Alors, l'idée est la suivante. Si on a une certaine différence de phase entre les ondelettes, on va pouvoir, si on calcule correctement la bonne différence de phase, on va pouvoir avoir une interférence à un angle voulu. Alors, imaginez qu'on veuille regarder ici à un certain angle à l'horizontale ou à un certain angle à la verticale. On ne peut pas. L'idée, c'est qu'on ne peut pas prendre cet immense radar-là et le pointer dans toutes sortes de directions pour regarder avec précision un endroit dans l'espace. On ne peut pas déplacer ça, c'est trop gigantesque. Alors, l'idée, ça va être la suivante. En jouant sur la phase relative qu'il y a entre chacune des petites antennes, qui représentent une ondelette de Huygens, ben, en jouant sur la phase, on va pouvoir déplacer le faisceau à volonté. Or, au lieu de déplacer le radar lui-même, on va, en jouant sur la phase des différentes ondelettes, on va être capable de balayer ou scanner le ciel au complet. Ce genre de radar-là, croyez-le ou non, il est capable d'avoir de la détection jusqu'à des distances de 5000 km. Évidemment, il n'y a que les forces armées qui peuvent se payer ça. Mais la même approche va servir dans les ultrasons pour faire de l'échographie. Or, on n'a pas une seule, j'en ai déjà parlé, pour faire de l'échographie, on n'a pas un seul émetteur-récepteur. On a une barrette d'émetteurs et maintenant c'est dans les 2 dimensions. Et en jouant sur la phase relative,
on va être capable de contrôler à quel endroit on fait focaliser l'énergie et on va être capable de balayer dans tous les sens, horizontal et vertical, en contrôlant la phase entre les éléments. Donc, pour faire de l'échographie médicale, c'est de ça qu'on se sert, dont on se sert. Une autre application, ça a été à la cristallographie. Si on éclaire des échantillons en 3 dimensions, on l'éclaire avec de la longueur d'onde, ben, il va y avoir, ici c'est comme des pellicules minces, il va y avoir interférences constructives ou destructives à certains angles, et en faisant ce qu'on appelle une tomographie, en regardant en tous les angles, en éclairant de tous les angles et en détectant tous les angles, on va être capable d'inverser le signal et de remonter à la structure géométrique qui était à l'origine. C'est comme ça qu'on a obtenu les premières images cristallographiques de l'ADN. C'est une madame, Rosalind Franklin, qui était tout près de faire cette immense découverte-là. Elle était malade, hospitalisée pour un cancer, dont elle est morte rapidement. Et on peut vraiment dire que Crick et Watson lui ont volé son invention parce qu'ils sont littéralement allés shipper ces photographies dans son laboratoire. Et c'est à eux qu'on a donné le prix Nobel pour la découverte de la forme double hélice de l'ADN. On va maintenant terminer un troisième phénomène qui est celui de la polarisation de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. Ici, on montre un champ électrique oscillant verticalement et un champ magnétique oscillant horizontalement. Ce qu'on va appeler la polarisation, c'est l'orientation du champ électrique, ou on pourrait dire du champ magnétique. D'habitude, on prend l'orientation du champ électrique. Il pourrait être orienté tout à la verticale, ou tout à l'horizontale, ou à différents angles. On montre cette représentation-là quand on veut dire de la lumière qui est non polarisée. Non polarisée, ça va vouloir dire que le champ oscille dans toutes les directions possibles. Lorsque le champ va traverser des échantillons, ben, sa polarisation va être affectée dans une direction ou dans l'autre. Il a été montré en laboratoire, et je pense que c'est du temps de Pasteur, que tous les acides aminés du règne vivant qu'on connaisse à date sont lévogyres, c'est-à-dire qu'elles vont faire tourner un plan de polarisation vers la gauche. Et les sucres vont faire tourner vers la droite. Et c'est une caractéristique de tout le règne vivant, ce qui nous donne l'idée qu'il y aurait une origine commune au vivant. C'est une application très, très importante de la polarisation. Pendant mon baccalauréat, j'ai travaillé sur des fibres musculaires de pince de homard, et en analysant l'effet de ces tissus-là, de ces molécules-là sur la polarisation, on était capable de remonter à la structure géométrique des molécules d'actine et de myosine dans les fibres musculaires. Qu'est-ce que la polarisation? Bon, la polarisation de la lumière, je l'ai dit, c'est la direction d'oscillation du champ électrique. D'habitude, c'est lui qu'on prend. Ceci représente une non-polarisation, c'est-à-dire toutes les polarisations. On fait passer de la lumière à travers un polariseur. Qu'est-ce qu'un polariseur? C'est un matériau qui va être tel que les électrons peuvent se déplacer dans une direction priorisée. La lumière transporte de l'énergie électromagnétique. La lumière va être absorbée par les molécules et va pouvoir être absorbée seulement dans la direction où les électrons peuvent bouger. Dans la direction transverse, la lumière va tout simplement passer au travers. Donc, un polariseur va sélectionner une lumière. On va aller regarder de quoi il s'agit. Alors, supposons qu'on a ici la direction de transmission du polariseur et on a une lumière incidente qui arrive avec cet angle-là.
seule la composante du faisceau incident qui est alignée sur l'axe de transmission va être transmise. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Malus. Si j'ai une lumière incidente d'intensité I0, l'intensité qui va être transmise de l'autre côté va être donnée par cette expression-ci. L'angle θ étant l'angle entre l'orientation de la polarisation incidente et l'axe de transmission du polariseur. Si on a une lumière complètement dépolarisée ou non polarisée et qu'on mette un polariseur quelconque, peu importe son angle, l'intensité qui va ressortir de l'autre côté, ça va être I0 sur 2. Pourquoi? Ben, quand on fait l'intégrale du cos carré sur toute la possibilité de tous les angles, ce qui ressort, c'est qu'il va y avoir l'intensité divisée par 2. Le polariseur qui est ici sélectionne une polarisation et c'est elle qui va continuer et on va regarder l'autre polariseur ici va sélectionner la polarisation transverse et à chaque fois, on applique la loi de Malus. Pour voir comment l'appliquer, je vais aller regarder avec vous l'exemple 4.5. Cet exemple-là, il est au chapitre 4, il est en page 145 de notre manuscrit. Voici l'exemple 4.5. On a 3 polariseurs. La lumière qui est incidente est non polarisée, 0,6 watts par mètre carré. Le premier polariseur est aligné sur l'axe des Z. Le deuxième polariseur fait un angle de 25 degrés par rapport à l'axe des Z, donc par rapport au premier polariseur. Et l'axe de transmission du troisième est parallèle à l'axe des X. Alors, on voit ici la situation, lumière complètement dépolarisée, mais le premier polariseur ne laisse passer que la partie de la lumière qui est alignée sur son axe de transmission. Le second va laisser passer seulement la composante de I1 qui est alignée sur sa transmission, et de même pour le troisième. On va aller regarder la solution que j'en ai donnée, que je vous ai mis sur Colnet. Alors, le premier polariseur, on a de la lumière non polarisée. À la sortie du premier polariseur, on a la moitié de l'intensité incidente et de plus, on a maintenant quelque chose qui est complètement à la verticale. Le deuxième, son axe de transmission est à 25 degrés par rapport au premier et donc par rapport à la polarisation qui a été sélectionnée. Donc, le deuxième intensité, ça va être le I1 fois le cos carré de 25 degrés. Et on tombe ici. Le troisième, sa polarisation, son axe de polarisation est aligné sur l'axe des X. Il est donc à 65 degrés par rapport au second polariseur. Et on introduit ça dans cette expression ici. Et on trouve l'intensité finale, 0,044 watts par mètre carré. La polarisation finale est celle qui est alignée sur l'axe des X. On aurait tendance à croire que vu qu'ici, on avait un certain angle, il ne passera rien. Non, on décompose ce vecteur-là sur l'axe des X et il y a quand même de l'intensité qui continue. La polarisation de la lumière, c'est une des choses les plus subtiles à propos de la lumière. On s'en sert énormément encore là pour de la caractérisation de molécules et toutes sortes d'aérosols, de poussière et ainsi de suite. Il y a un problème, parmi les problèmes à faire, je vais aller faire, on va aller le regarder rapidement avec vous, je vais seulement vous donner un indice, c'est le problème 30 à la page 152. En fait, si on regarde ce problème-là, c'est le même type que l'exemple qu'on vient juste de couvrir.
Le seul point, c'est que vous allez voir que ici, on a encore de la lumière qui est non polarisée à l'entrée. Et le premier, on met un polariseur à la verticale, ensuite 25 degrés par rapport à l'axe des X. Le troisième est à moins 25 degrés par rapport à l'axe des X. Il est donc à 50 degrés par rapport à celui-ci. Donc, il s'agit essentiellement d'appliquer la même chose qu'on a vu dans l'exemple 4.5. Alors, je le répète, nous avons maintenant fait le tour de 5 phénomènes lumineux de la lumière. Réflexion et réfraction dans le premier module, interférence, diffraction et polarisation dans ce second module-ci. On a donc deux façons de voir la lumière, dépendamment que sa longueur d'onde est d'une dimension comparable à l'ouverture ou à l'obstacle. On est en interférence, on est en modèle ondulatoire de la lumière. Si la longueur d'onde est très petite comparée aux ouvertures ou aux obstacles, on est dans le modèle géométrique, mais on aurait pu dire corpusculaire de la lumière. Or, ceci complète donc notre module 2 qui portait sur les ondes mécaniques et lumineuses.